et ne doit pas être interprété comme tel. Il est très important de consulter une avocate ou un avocat ou juriste spécialisé en immigration avant de prendre une décision. Alors, le programme qu'on a prévu pour vous cette fin d'après-midi, c'est vraiment, donc on va commencer par le témoignage de Cassandra, qui est là parmi nous, qui est une femme qui est victime de plusieurs types de violences et qui a une demande de résidence permanente en cours. Donc, sa demande n'est toujours pas finalisée, mais elle est passée à travers ce processus-là, donc elle pourra témoigner de son expérience personnelle. Nous allons voir concrètement qu'est-ce qu'une demande de résidence permanente pour motif humanitaire, communément appelée demande CH ou demande pour considération humanitaire. Donc, on va voir les critères d'admissibilité, les différentes étapes, les motifs qui peuvent être évoqués dans le cadre de cette demande-là. On va également se pencher sur les jurisprudences et l'intérêt supérieur de l'enfant parce que c'est quelque chose c'est un des motifs les plus importants qui est pris en considération par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Nous allons ensuite écouter le témoignage de Liena, que vous avez vu également, a précisé que Elena a fait sa demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Sa demande a été finalisée, acceptée déjà depuis un petit moment. Donc, elle est résidente permanente et également, c'est ça, elle va bientôt être réunie avec ses 2 enfants pour qui elle a fait une demande de parrainage. Nous allons parler des preuves documentaires à fournir dans le cadre d'une demande humanitaire. On va également se pencher sur l'importance de prendre conscience en tant qu'intervenant ou représentant du continuum des violences que peuvent vivre les femmes qui sont victimes de violences ou de violences basées sur le genre, des obstacles et défis auxquels font les victimes de violences, notamment dans le processus. Et c'est ça, dans le processus de cette demande-là, et puis de façon générale, en tant que femme immigrante, le rôle du représentant, la représentante, le rôle de l'intervenante sociale, et des éléments clés à retenir lorsqu'on fait une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. À la fin, on va voir ensemble quelques ressources qui pourraient être utiles, mais que je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent déjà. J'ai également vu que dans la salle de présence, il y a des anciens stagiaires de la clinique qui sont maintenant professionnels dans le milieu. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole aussi pour témoigner des personnes auprès desquelles vous avez pu intervenir et accompagner dans le cadre d'une demande humanitaire. Alors, quelques acronymes. Donc, quand on parle de CH, on parle de demande de résidence permanente pour motif humanitaire, donc de considération d'ordre humanitaire. La LIPR, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, la RIPR. La commission de l'immigration et du statut de réfugié, la CISR. La section de protection des réfugiés, la section d'appel des réfugiés, la demande d'autorisation de contrôle judiciaire, l'examen de risque avant renvoi, le certificat de sélection du Québec qui est délivré par le ministère de l'Immigration du Québec et évidemment Immigration Canada, donc IRCC. C'est simplement à titre d'indication qu'on a mis ces acronymes que vous connaissez très bien. On va passer au témoignage de Cassandra. So Cassandra, could you please present yourself and tell us a little bit about your story and about your journey here in Canada, and also how you went through the process of humanitarian application? Okay. Bonjour again. Hi. Okay, I came to Canada in 2010. I got raped in my country at the age of 13. And while I was here, I had 2 children. I ended up having 2 children.
a boy and a girl. Then from there, I start getting like abuse from the children dad. So I had to take my kids then to a shelter. My daughter, she's like 2 weeks. I had us to take her into a shelter to find refuge. But it's been hard for me when I was pregnant with my children, especially for my daughter. It was very difficult because I could not have keep up with my apartment because I don't have no immigration documents. So sometimes I go to work, sometimes hungry without nothing to eat. And when I work, sometimes I had to go into the garbage of the people then that I work to get something to eat after. And with my son, it was difficult. It was very difficult too because the dad get the money for my son, and in order for my son to get something, I had to sleep with him, even though I don't want to. I had us to sleep with him just to get a little money to take care of them. So we had us to move into a shelter because it was hard to have 2 children without no immigration status. And sometimes I work for people under the table without like a workers permit. Sometimes they pay me, sometimes they underpay me, sometimes they don't. So and then I went to a shelter with my 2 children. Then I get to meet Madam Olga there. Before I thought that was the end of my life, that was the end of me. And when I meet to Madam Old, from the shelter that I was before, they introduced me to Madam Old, and I did that is Just Solution. She was there with me 24/7. I thought that was the end. But when I get to know her, I get to meet her, it was a very, very good opportunity for me. She was there for me throughout all my steps. I thought that I was finished. When I look at my 2 children, the money had stopped. The dad had stopped giving me money. Sometimes I can't feed my kids. It was difficult to watch my kids go to sleep, sometimes hungry. Sometimes it's hard to can't find Pampers to give my daughter. Sometimes I had to use like clothes that I have and try to make like Pampers for her. And when I get to meet her, it's like an open door for me and my children. And my son, he was going to daycare. So when I had us to move because the dad, he swiped my son knows like do a DNA without my consent. Then he said to me, he don't want my daughter. I must get rid of her. And he don't want to be a part of my daughter's life. So I was struggling to take care of my daughter by myself and my son. And from there I had us to eat. Sometimes I had to go into garbage to eat, to find stuff to eat. Then after I get to meet Madam, I could not have taken it no more because my children was hungry. And I see just a baby who was 2 weeks. We couldn't have nothing to eat. She ran out of milk so quick. She ran out of Pampers quickly. Then the only solution for me, the dad didn't want it to give me no more money for my son. Even he's taking the money, he didn't want it to give it to me. Then things get so hard that I have to leave everything behind and take my 2 children into the shelter. From there, my social worker meet me with Madam Oud. Everything changed because for me, I cannot read properly. And for me to everything in life is a struggle. Even at my country, people said to me, oh, you're not gonna be nothing in life. Because for me, I cannot read properly and it's a big step back. How am I gonna manage to read for my children? How am I gonna manage to help my son with homeworks and stuff like that?
And when I met Madam Oud, I find hope again. She gave me a reason to smile again. She gave bring joy to my life. Sometimes I was wondering, how do I make it? But when I meet her, is like at the gap that was in me, it filled because she pushed so far with me, and even the doctors of the world, they push with me to help me to go through. Sometimes when I go to her, sometimes I'm hungry, and it's like I don't want to tell her that I'm hungry, but I'm going there, I'm praying, God, I just hope that she gave me a coupon, and then here I go, she gave me a coupon. I said, thank you, God, that I get a coupon, because before that, I was at the shelter, have nothing. And even we tried to do the welfare, it was hard because I don't have an immigration status, and just watching my children suffer day by day without even a proper meal, you know? So after we tried and we did the welfare, then I was so happy that I get the accepted for the welfare. Then when I get the welfare, there was a big challenge again to change the money, because I don't have a ID. I don't have a Canadian ID. So then I feel like, oh my God, everything from high, I tell that, oh my God, from one problem to another, just because I don't have the proper documents. My passport expired, everything for me has expired. So for me, it was like, oh my God. Sometimes when I was pregnant with Maya, they said to me, oh, abort her, because they know I won't be able to raise her. In my condition as a single mother, I work to clean house just to put food on the table for my children. So when I was pregnant with Maya, they said to me about her, and I said, no, even if I know for sure my baby is gonna be a blessing, then I even name her Destiny, because I say she's my destiny, in spite of it all, she's my destiny. So I name her Destiny. And from there, everything everything in my life start changing. I get to Madam Oud helped me to do my immigration status, in my immigration papers. She helped me to push to get my daughter Medicare card. Even to get my daughter Medicare card was a struggle. I was praying to God all the God, please don't make my daughters to get sick, because if my daughter gets sick, I won't be able to take care of her. I won't be able to take her to the doctor because I don't have the money to pay for the hospital. I remember one time when she born, she had a lot of spot on her skin. And I cried because I said, I don't have I don't have no Medicare for her. I don't have no money. How am I gonna make it? You know? And Madam Oud, she helped me to push. We go there, we get turned down. She said, okay, she said again, okay, let's go, let's try again. I said, okay, we're gonna try, we keep pushing. And I'm telling you, it's a journey. It's very hard to live in this country without papers. It's very hard to take care of children when you don't have no document, you don't have a job. And Madam Oud helped me to do my immigration papers. It was a very big step. It's a very big step, and I appreciate everything that Madam Oud has doing for me and my children. I am very grateful to be, when I saw her, it's like I feel so light. I feel so, she brings joy to my life. She brings joy to my life, because without her, I feel like there was no hope. There was no hope. And even when I go into the shelter, it even affect my son. My son have behavioral problems. Now he's going to a special school. Now they're trying to diagnose him for, like, he can't sit still, he aggressive. So it's very, very hard to see what my children are going through, because I don't have the proper ID nor the proper stuff to make it in Canada. And now we are
now we're here, and she called. I was so happy that I get you with the medical card. Then I said, thank you, Jesus. I can take my daughter to the hospital for a checkup. Then she told me that, oh, there's she was so happy for me. She said to me, oh, there is, I get an answer from immigration. She even direct me where to go, and even when I was on my way going, she made sure call me a day before and said, please don't forget you have to go to your appointment. Even the day that I'm going, she even called me and she said, are you on your way? I said, sure, I'm on my way. So we very appreciate everything that Madam Ode is doing for me. And I know for sure that she will continue to do the good work that she's doing. And I pray that the people who is trying to get help in their document, that they consider other people as well, not just physically, because it can make you go crazy, it can make you to think things that you don't want to think. So I'm just telling everyone that who is listening to please, if there is something that you need, it's better to ask. Don't do like me. I was shy before because of what other people said to me. I'm nothing, I will not make it. Then I meet Madam Wood, she gave me hope. And I really appreciate that everything that she's doing for me. Everything that she's doing, me and my children, we are very, very grateful to have her in our life. As I said to her before, even that you're not gonna see me most times, there will always be a special place in your heart for me. There will always be a special place in my heart for you. And I always keep her in my prayer, I always keep her in my mind, because she's a very, 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 very nice lady, and she go the extra mile to help everybody. Thank you. Thank you, Cassandra. Well, this is a lot for me. Thank you. If you don't mind, would you like to say a few words with all the help that you received at the shelters, and also maybe at Doctors of the World? And if you could also, if you want, of course, come back a little bit on your situation with the relationship you had with the father of your kids, so that people can really understand how you became without status, and see how important is the work between different organizations. Okay, can you just repeat? It's like it's a lot. Yes, so maybe could you say a few words on the help that you received from the shelters that you've been through, because you are moving from shelters to shelter, right? Yes. Yes. So how are they helping you over there, and also what type of help did you receive at the Doctors of the World with the social workers? Okay. Thank you. You're welcome. Okay, so I'm talking about now the relationship that I had with the kids, my kids' dad. The relationship started out very good. After a while, I get Jamal, it started to get rocky. So at first he said that he was gonna help me, so I accept that he will help me. Then he decided that now he get the money for Jamal, he decided he don't want to help me anymore. So that's why he take the money and refuse to help. That's why we end up, and then, so he wanted me to have sex with him before he gave me money. So that's how I end up with Maya. Now I reject to have sex with him anymore for money. So that's why I decided to could not have do it no more. So we had us to go into the shelter. Maybe correct me if I'm wrong, Cassandra. There was. Hello? Oui?
So there was a sponsorship. He was talking about a sponsorship application. Yes, I was working before to take care of an elderly lady. Then I saw him, he said that he's gonna help me. So, I was so happy that I'm gonna get the help. Then I saw him, he brought form from immigration. So I was excited. Then he demands money from me to like give him for the application, only to realize that it wasn't me he's gonna help. He did married and was helping his wife to come to Canada. Yes. Thank you, Cassandra. And you were also followed at Doctors of the World. So could you Yes. just take a few minutes to tell about the help that you were receiving over there? Okay, Doctors of the World, I received a lot of help when I was pregnant with Jemiah. They helped me to do my blood tests, and they helped me with some immigration letters, and they helped me with my medical. I had high blood pressure, so they helped me with medication, and they helped me to come. They helped me to come to no. They helped me to go to the doctor, to the hospital to get my daughter. And I gave my daughter, she's an 8-month baby. So when the morning I woke up, I said, okay, I had an appointment to go to the doctor. So I said, no, I don't feel like going today. So I was gonna cancel the appointment. I already take the bus, and I get off the bus and say, oh no, I'm not gonna go today because I'm not really up for it today. So I said, a mind telling me just go. So when I went there, they realized that I was in big trouble with my daughter. They had us to send me to the hospital immediately to do to induce labor, because my blood pressure was high and the baby was at risk. So with Doctors of the World, I get a lot of help from them, and especially the social worker. Yeah. Thank you so much, Cassandra. You're welcome. Thank you. There's also a question from someone asking if your partner withdrew the application of sponsorship. Well, actually, I thought that he was helping me, but only to know that he was helping his wife. So it wasn't me that he was helping, it was his wife. Then he was living by himself. So when I saw him bring the paper, I said, okay, you're gonna help me? He said, yes, but only to know that the papers was not for me, it was for his wife. So actually I didn't get help because it was not for me. May I, Cassandra, just to precise something for the person who asked the question, Okay. is that Cassandra was here with a tourist visa, first of all, and then she met the father of her kids, and he was telling her that he was gonna do a sponsorship application, but at the end, later on, she discovered that he was married and that he had a wife abroad, and that the sponsorship application that he was doing was actually for his wife, who is overseas, and not for her. And the money that she received and she gave to him also to pay the fees for the application, he took it. But at the end, she discovered that there was no sponsorship application submitted pour her. Je peux le répéter en français, je pense que c'est OK, c'est bon pour Lorena. Donc, c'est ça, la demande de parrainage, en fait, n'a jamais été soumise pour Cassandra. C'était une demande de parrainage que le père de ses enfants faisait pour son épouse qui était à l'étranger. Donc, elle s'est fait manipuler.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce que... Pour l'instant, c'est bon, Olga. Je pense qu'on peut continuer. Parfait. Thank you, Cassandra. You're welcome. You can stay with us, please. Okay. Just mute your microphone. Thank you. OK. Donc, on va passer dans le vif de la présentation. Alors, qu'est-ce que la demande humanitaire? Il s'agit d'une demande de résidence une demande de résidence permanente pour motif humanitaire ou pour considération d'ordre humanitaire. Ce qui est important de savoir vraiment, c'est que c'est une mesure exceptionnelle pour demander la résidence permanente à l'intérieur du Canada. Donc, généralement, c'est vraiment pour les personnes qui résident déjà sur le territoire du Canada, il existe, il y a une possibilité en fait de faire une demande de résidence permanente pour motif humanitaire depuis l'étranger, mais c'est très rare dans les faits et la différence en fait, c'est que le ministre n'a pas l'obligation en fait d'étudier la demande lorsqu'elle est faite depuis l'étranger. Alors que ici, lorsqu'une personne est sur le territoire canadien, du moment qu'elle soumet sa demande de résidence permanente pour motif humanitaire, il y a cette obligation, entre guillemets, de au moins étudier la demande, même s'il n'y a jamais de garantie qu'elle soit acceptée. Donc, c'est vraiment une demande qui permet d'obtenir la résidence permanente lorsqu'on fait face à des circonstances inhabituelles et injustifiées. Donc, vraiment important de voir, d'évaluer avec la personne s'il n'y a pas d'autres options pour elle. C'est vraiment une demande de dernier recours. Et généralement, on le dit, on demande à la personne, est-ce que vous êtes sûr que vous ne pourriez pas faire une demande de résidence permanente via un autre programme d'immigration, dit programme ordinaire ou régulier. Donc, voilà, c'est par exemple comme un programme de travailleurs qualifiés ou bien dans le cadre d'un regroupement familial. Il s'agit d'une demande hautement discrétionnaire. C'est vraiment à la discrétion donc, de l'agent d'immigration qui évalue le dossier, qui va étudier la demande. Et bien évidemment, si on considère qu'il y a assez de motifs, et non seulement assez, mais surtout s'il y a des motifs convaincants pour pouvoir faire suite à cette demande de façon favorable. Donc, elle s'adresse généralement aux personnes qui résident sur le territoire canadien et qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés démesurées à retourner vivre dans le pays d'origine ou de résidence. Donc, dans la demande de résidence permanente pour motif humanitaire, les conditions dans le pays d'origine sont très importantes. Donc, on le verra lorsqu'on parlera des motifs et qu'on parlera du contenu de la demande en tant que telle. Mais en tant qu'intervenant, c'est très important d'évaluer c'est quoi les conditions du pays et aussi comment ces conditions-là affectent en fait la personne qui souhaite faire cette demande-là ici au Canada. Alors, on va passer à l'admissibilité. Donc, qui n'est pas admissible? Donc, c'est pas qui peut présenter une demande humanitaire. Donc, c'est très important que la personne n'ait pas en fait une demande d'asile qui soit en cours de traitement. Donc, on ne peut pas être en attente d'une audience ou avoir déposé une demande d'asile et en même temps soumettre une demande humanitaire. Donc, c'est vraiment généralement les personnes dont la demande d'asile a été refusée ou donc les demandeurs d'asile déboutés, c'est à ce moment-là qu'ils se tournent vers la demande humanitaire, même si ce n'est pas une procédure linéaire dans le sens où il ne faut pas forcément faire une demande d'asile et ensuite qu'elle soit refusée avant de faire une demande humanitaire. Donc, je reviendrai à la réponse que je vois dans le chat plus tard. Donc, pas avoir de demande d'asile en cours. Alors, avoir une demande d'asile terminée, la demande a été abandonnée ou la décision a été rendue depuis moins de 12 mois. Donc ça, en fait, c'est vraiment la fameuse règle des 12 mois qui est assez connue pour ceux qui sont dans le domaine. C'est vraiment, toute personne qui fait une demande d'asile qui a été refusée, par exemple, doit attendre
normalement, selon la règle, selon le règlement, 12 mois après la dernière décision négative reçue, donc soit de la section de protection des réfugiés ou de la section d'appel des réfugiés, qui sont deux instances de la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés, donc de la CISR, ou ça peut être également 12 mois après la décision rendue par la Cour fédérale suite à un rejet de demande de contrôle judiciaire. Donc, la règle générale à retenir, c'est l'attente des 12 mois si on a fait une demande d'asile. Il y a deux exceptions qui sont aussi très connues de cette règle-là. C'est si il y a une demande, il y a de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, ici, quand on parle d'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui est très important, c'est à savoir, ce n'est pas forcément un enfant biologique, ça peut être également un enfant adopté. Ça peut aussi être un enfant qui est à l'extérieur du pays, donc l'enfant n'a pas besoin d'être sur le territoire canadien forcément pour que son meilleur intérêt soit défendu ou argumenté dans une demande humanitaire. Ça peut également aussi être l'enfant ça peut être un petit enfant, donc ça peut être l'enfant de son conjoint. En tout cas, c'est vraiment tout enfant dont l'intérêt supérieur serait affecté si la personne devait quitter le territoire canadien ou ne serait pas admissible, en fait, ne pourrait pas avoir accès à la résidence permanente. Ça, c'est fondamental, c'est une exception à la règle. Donc, ça veut dire que même si un demandeur d'asile, une personne qui est demanderesse d'asile, qui a été rejetée, si cette personne-là a un enfant ou est proche d'un enfant et on peut montrer toutes les preuves à l'appui, à ce moment-là, la personne n'a pas à attendre ces 12 mois avant de faire une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. La deuxième exception, c'est la condition médicale. D'accord? La condition médicale, c'est-à-dire si cette personne-là, la demanderesse principale, la personne qui souhaite faire une demande humanitaire, a une maladie grave et peut prouver en fait que sa vie ou son état de santé serait compromis ou en danger si elle devait retourner dans son pays d'origine. Donc, ça veut dire non seulement prouver que ses soins, les soins auxquels elle a besoin ou la médication qu'elle requiert n'est pas accessible dans le pays d'origine, mais ou n'existe pas. Donc, ce n'est pas seulement une question de ça existe ou ça n'existe pas, même si ces soins-là existent, si on arrive à prouver que ces soins-là ne sont pas accessibles, notamment au niveau financier. Donc, si la personne ne pourra jamais se prévaloir de ces soins parce que je ne sais pas, c'est des soins qui sont offerts seulement dans le secteur privé. Donc, à ce moment-là, et il s'agit évidemment d'une condition grave, à ce moment-là, la personne peut également se prévaloir de cette exception et puis faire une demande humanitaire sans attendre les 12 mois. Donc là, on parle vraiment d'exception à la règle lorsqu'il s'agit de demandeurs d'asile. Je vais finir et puis je vais répondre à toutes les questions qui sont dans le chat. Donc, une personne qui a déjà une demande humanitaire en cours de traitement, qui attend une décision, bien évidemment, ne peut pas soumettre une autre demande humanitaire parallèlement. Il faut attendre la décision. Par contre, chose importante à savoir, que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas de limite pour soumettre une demande humanitaire, dans le sens où on peut soumettre 2, 3 demandes humanitaires. Voilà. Avoir une interdiction de territoire pour certains motifs de grande criminalité ou de sécurité. Donc, à ce moment-là, la personne n'est pas admissible pour une demande humanitaire parce que si elle le fait, ben, ça sera automatiquement rejeté. Erika, est-ce que tu peux m'aider avec les questions? Oui, je peux les lire si tu veux. Donc, la première, c'est pourquoi de dernier recours? Est-ce qu'on peut faire appel si la réponse est négative? Absolument. Si la réponse est négative, on peut faire appel auprès de la Cour fédérale dans les 15 jours qui suivent lorsqu'on a pris connaissance en fait de la décision négative, on peut faire appel entre guillemets
auprès de la Cour fédérale si c'est rejeté. Et est-ce que les conditions doivent avoir changé depuis la première, deuxième et troisième demande? Et la question, c'est est-ce que les conditions doivent changer? Les conditions doivent changer pour faire appel ou pour présenter une nouvelle demande? Pour présenter une nouvelle demande, je crois. Si c'est pour présenter une nouvelle demande, non. Il n'y a pas de en fait, on encourage une personne qui a fait une demande humanitaire qui a été refusée. Si, évidemment, très important de faire une consultation auprès d'un avocat ou une avocate ou un juriste spécialisé dans le domaine, parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi la demande humanitaire est rejetée, est refusée. Donc, si on constate qu'il n'y avait pas assez de preuves dans la demande ou que la demande a été mal faite, ou peut-être aussi que les conditions ont changé et donc là, il y a de nouveaux motifs qui sont apparus pour présenter la demande. À ce moment-là, oui, ça serait intéressant pour la personne de faire une nouvelle demande humanitaire proprement faite avec toutes les preuves à l'appui et en expliquant si les conditions ont changé, c'est quoi les conditions en question. Donc oui, mettre des arguments supplémentaires du moment que ça va en faveur de l'intérêt de la personne, bien évidemment. Parfait, merci. On va prendre les 3 autres questions et juste pour rappel, il y a aussi une période de questions à la toute fin, donc vous pouvez poser vos questions oralement à la fin. Donc, la prochaine question, c'est est-ce que les deux conditions ne sont pas cumulatives, n'est-ce pas? Non. Pardon, exception, pas condition. C'est ça. Les deux exceptions ne sont pas du tout cumulatives, c'est soit l'un ou l'autre. Donc, du moment que la personne a soit un enfant dont l'intérêt serait affecté ou que la personne ait des conditions médicales graves et avec preuve à l'appui, la personne rentre dans les exceptions à la règle. Ce n'est pas du tout cumulatif. Parfait. Puis la prochaine, faire la SAR n'est pas obligatoire, point d'interrogation. Donc, la demande humanitaire se fera 12 mois après la décision négative de la SPR. Exactement. Si la personne, parce qu'aller en appel auprès de la SAR, ce n'est pas un recours obligatoire, c'est à la volonté, à la possibilité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée auprès de la SPR. Donc, tout à fait, si la personne a juste été auprès de la SPR et veut faire une demande humanitaire, ben à ce moment-là, si elle ne rencontre pas les deux exceptions, il va falloir attendre 12 mois après la décision de la SPR. Parfait, merci. Puis la dernière question, juste pour cette partie-ci, qu'en est-il pour un enfant non biologique maintenant majeur? Sont-ils exclus du critère d'intérêt supérieur de l'enfant? Non biologique, mais non majeur, donc ça veut dire que l'enfant est à charge. Il est maintenant majeur, en fait. Il est majeur. Il est majeur. Et non biologique. Il est majeur et non biologique. À ce moment-là, ça sera difficile parce qu'il n'est plus considéré comme enfant à charge. Et puis, c'est ça, il peut pas en fait être inclus dans la demande. Et il s'agit quand, c'est ça, il pourra pas être inclus dans la demande s'il n'est pas considéré comme enfant à charge, à moins qu'on puisse prouver une dépendance au niveau du soutien financier ou s'il y a des problèmes de santé extrêmement graves. Mais généralement, on va procéder avec un autre type de demande qu'on n'abordera pas forcément dans cette présentation-là, mais pour qu'il y en a certains qui le savent déjà. Il y a ce qu'on appelle la demande de certificat de sélection du Québec pour personnes en détresse, qui est aussi un autre recours qui existe, qui est semblable à la demande humanitaire, mais encore une fois discrétionnaire et exceptionnelle. Donc, si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus ici. Parfait, merci beaucoup, Elga. On peut poursuivre. Merci. Alors, quelques exemples donc, de cas dans lesquels une demande humanitaire peut être présentée. Donc, ce n'est que quelques exemples et on parle de demande humanitaire dans un contexte de violence. Donc, la personne victime de violence a vu sa demande d'asile rejetée, comme on vient de le voir avec
l'explication par rapport aux demandeurs d'asile déboutés. La victime n'a pas parlé de ces violences à son audience d'asile. Par exemple, on peut penser à une femme demanderesse qui a son dossier qui est joint avec celui de son époux, de son conjoint, et qui a peur des représailles lors de l'audience commune. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, notamment lorsqu'il y a de la violence conjugale et qu'il s'agit d'un couple demandeur d'asile. À ce moment-là, ce qu'on va suggérer, c'est que la femme se retire du dossier de son époux, de son conjoint, et puisse entreprendre en fait une demande humanitaire de par elle-même, à moins qu'il y ait des preuves assez fortes pour prouver sa persécution elle-même en tant que demanderesse d'asile. Donc, la personne en cours de parrainage est victime de violences conjugales et souhaite rester au Canada de façon permanente. Une personne dont le processus de parrainage a été interrompu en raison de séparation, de violences conjugales ou de violences familiales. Donc, ça, ce n'est pas le cas de Cassandra, parce que sa demande de parrainage n'a jamais été soumise, même si elle pensait que c'était le cas pendant des années. Mais si c'est ça, quand on parle de demande de parrainage interrompue, c'est vraiment lorsque la personne qui parraine décide de retirer la demande de parrainage qui est en cours ou de l'annuler. Et ça, comme vous le savez sans doute pour certains, c'est même si la personne a déjà reçu son certificat de sélection du Québec, un permis de travail qui est lié avec la demande de parrainage, tant que cette personne-là qui est en train de se faire parrainer n'a pas reçu la confirmation de résidence permanente, la personne qui parraine a tout le pouvoir d'appeler Immigration Canada ou d'envoyer une lettre pour demander à mettre fin à la procédure. Donc, ça peut même être la veille de l'émission, soi-disant, de la confirmation de résidence permanente dans le cadre d'une demande de parrainage. Donc, c'est quelque chose à savoir. Ou si la personne est sans statut et est victime de violence, de traite ou d'exploitation sexuelle. Donc, toutes ces personnes-là qui sont dans des situations de violence peuvent bien évidemment faire une demande humanitaire. Et généralement, c'est l'un des seuls recours qu'elles ont pour pouvoir obtenir la résidence permanente. Même si, comme certains d'entre vous le savent, il y a le permis de séjour temporaire pour victimes de violence qui a un nouveau programme qui est sorti récemment, depuis 2019. Mais ce n'est pas, c'est comme le nom l'indique, c'est un permis de séjour temporaire, mais qui ne donne pas droit à la résidence permanente, directement en tout cas. Alors, avant qu'on ne prenne une petite pause, bien méritée, je pense, qui est admissible. Donc, comme on vient de le voir, les personnes demanderesses d'asile déboutées, aussi les personnes demanderesses d'asile déboutées qui, ça c'est un cas particulier, font partie en fait qui viennent d'un pays dont le pays d'origine est un pays sous moratoire. On reviendra sur les pays moratoires dans quelques minutes. Donc une personne dont la demande d'asile a été rejetée, mais qu'on ne peut pas renvoyer dans son pays d'origine parce que son pays figure sur la liste des pays sous moratoire, donc il n'y a pas de renvoi qui est exécutoire envers ces pays-là. Donc cette personne-là est dans une zone grise, en quelque sorte, parce que sa demande d'asile n'a pas été acceptée, mais on ne peut pas la renvoyer. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut bien que la personne puisse régulariser son statut d'immigration. Et puis, la seule option qu'elle a, la seule option viable, en tout cas qu'elle a, c'est de faire la demande humanitaire. Donc, une personne qui est en processus de parrainage, comme on vient de le voir dans les exemples cités, donc en processus de parrainage en attente, et les personnes avec un titre de séjour temporaire précaire, donc là, ça peut être très bien les travailleuses temporaires, les étudiantes étrangères qui peuvent également perdre leur statut d'étudiante internationale pour raison aussi de violence, puisque généralement, lorsqu'il y a des cas de violence et qu'on est étudiante étrangère, il y a l'absentéisme au cours et puis on n'arrive pas justement à
compléter le temps plein nécessaire justement pour renouveler son permis d'études. Bref, il y a plein de situations comme ça qui font en sorte qu'une personne qui a un statut temporaire précaire peut se retrouver sans statut et dont la seule, ou qui a risque en tout cas de perdre son statut et dont la seule option serait la demande humanitaire. Personne sans statut, comme vous l'imaginez, c'est généralement la seule option possible vers la résidence permanente. Et puis, une personne peut devenir sans statut pour plusieurs raisons. Voilà. Donc, voilà la liste des pays sous moratoire. Il faut savoir que c'est une liste qui est très souvent mise à jour par l'Agence des services frontaliers du Canada. Donc, si vous voulez voir la liste à jour, on vous a mis le lien. Il manque un petit texte, désolé. Donc, on a l'Afghanistan, République démocratique du Congo, Irak, région de la Somalie, bande de Gaza, Syrie, Mali, République centrafricaine, Soudan du Sud, Libye, Yémen, Burundi, Venezuela, Haïti. Savoir que, par exemple, Haïti était sur la liste des pays sous moratoire il y a quelques années, a été retiré et ensuite a été remis. Donc, ça dépend, en fait, c'est vraiment le gouvernement canadien qui on va dire, qui gère cette liste-là et qui décide dans quel pays c'est sécuritaire ou pas au moment actuel et donc si il est raisonnable, entre guillemets, de procéder à des renvois dans les pays ou pas. Et ça dépend aussi de la situation évidemment géopolitique et puis des catastrophes naturelles qui sont en lien avec les pays en question. Je confirme que la résidence permanente conditionnelle n'est plus en vigueur. Je vois également les chats, les interactions dans le chat. Je ne vois pas la question, on pourra revenir peut-être là-dessus, Erika, lorsqu'on va prendre la pause. Donc, le processus de la demande CH, qu'est-ce qui contient en fait la demande humanitaire? Donc, évidemment, les formulaires à remplir. Vous pouvez trouver tous les formulaires. Il y en a 4 à remplir principaux. Ils sont en lien. Vous pouvez les voir facilement sur le site d'Immigration Canada. Ce qui est par contre important, c'est de s'assurer que les formulaires que vous remplissez ou que la personne remplit sont à jour. Parce que Immigration Canada change souvent. Changer et on peut ne pas s'en rendre compte et bien sûr, il n'y a pas d'avertissement qui est fait non plus. C'est ça, s'assurer qu'on a la dernière version du formulaire parce que même si les questions généralement restent les mêmes dans le formulaire, c'est une question c'est généralement un changement qui s'opère au niveau des codes et de la présentation du formulaire. Parce que ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive quand même que si vous envoyez le mauvais formulaire ou en tout cas le formulaire qui n'est pas à jour, la demande sera retournée. Donc, c'est très embêtant. Au niveau de l'argumentaire, très important, les soumissions écrites. Et quand on parle de soumissions écrites, ça, c'est quelque chose vraiment à faire attention, enfin sur lequel il faut faire attention, surtout quand on intervient, qu'on accompagne des personnes qui décident de faire ces démarches-là. C'est de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une simple lettre de présentation avec des formulaires qui sont joints à donc la demande n'est pas des formulaires qu'on envoie et puis le paiement et puis juste une lettre de présentation d'une page. Quand on parle de soumission écrite, c'est vraiment l'argumentaire avec toutes les preuves nécessaires parce que c'est ça qui fera la différence aussi, en fait, évidemment, à part les faits. C'est ça qui va faire la différence dans la demande, dans le traitement de la demande. Donc, il y a une différence quand on envoie juste une lettre. Voici les formulaires. Et puis, quand il y a des soumissions écrites de 20 à 70 pages, voire plus, dans le cadre d'une demande humanitaire. Donc, si vous accompagnez une personne qui a fait cette demande-là déjà, n'hésitez pas à lui demander, vous assurer qu'elle a une copie de la demande humanitaire pour voir qu'est-ce qui a été soumis par le représentant dans le dossier ou la représentante dans le dossier. Les lettres d'appui, très important. Donc, les lettres d'appui de famille qui sont ici généralement au Canada. Donc, on va encourager toute personne qui est un membre de la famille, qui est déjà résident permanent ou citoyen canadien, de fournir une lettre d'appui. Donc, des amis, la communauté, l'employeur, si possible, les intervenants. On reviendra sur l'importance de toutes ces lettres-là quand on va parler des motifs.
les reçus des frais liés à la demande. Donc, c'est 550 par adulte et 150 par enfant de moins de 22 ans inclus dans la demande. 85 $ pour les frais de la biométrie, si applicable. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez récent. Et les frais de droit de résidence permanente qui étaient de 490 $ sont récemment passés à 500 $. Et donc, important à savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que ces frais-là de 500 $, donc ces frais de 500 $ peuvent être payés à la seconde étape de la demande, donc lorsque la demande est déjà approuvée à la première étape. Donc, si quelqu'un se trouve dans une situation financière très précaire et n'a pas l'argent pour payer d'avance ces frais-là, elle peut simplement soumettre la demande avec les frais de traitement qui sont de 550 $ par adulte. Voilà. Oui, pour les frais de biométrie, il y a un montant forfaitaire pour la famille France. Est-il possible d'ajouter à cette demande un enfant qui se trouve dans le pays d'origine de la personne? On y reviendra bientôt. Mais la réponse est non. Mais on va donner plus d'explications plus tard. Mais Ariane, la réponse est non. Je suis juste en train de répondre directement aux questions que je vois. J'en ai sûrement manqué d'autres, mais voilà. Il y en a deux autres, mais on pourra les répondre après la pause. La pause s'en vient bientôt, n'est-ce pas? Oui, juste moi, ça va très bien, mais pour tout le monde, OK. Est-ce que tu veux prendre la pause maintenant ou... on peut continuer. OK. Parfait. Donc, le traitement, comme je le disais, tout de suite se fait en 2 étapes. La demande est d'abord, donc, on prend les formulaires, on les remplit. Vous allez voir, en fait, dans le formulaire principal, qui est appelé demande, le formulaire générique, c'est ça, demande générique pour la demande humanitaire. Il y a des cases avec des questions qui sont en lien avec les motifs humanitaires, donc des questions qui sont posées pour savoir pourquoi la personne fait cette demande humanitaire-là. Et en fait, c'est en réponse à ces questions-là que généralement un juriste spécialisé ou un avocat va simplement écrire dans les cases « Veuillez voir les soumissions écrites ». D'accord? Parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour commencer à argumenter si on est lancé dans un argumentaire de plusieurs pages. Donc, ça peut être très restrictif au niveau des cases à compléter dans le formulaire. Donc, c'est ce qu'on fait généralement comme soumission écrite. C'est des réponses aux questions qui sont posées dans le formulaire principal. Donc, première étape, on remplit les formulaires, on fait les soumissions écrites, donc l'argumentaire, avec toutes les preuves à l'appui, pièces d'identité, lettres d'appui et tout le kit. On verra ça plus tard en détail. Et on envoie donc à Immigration Canada au niveau fédéral. Si la demande est acceptée, en principe, c'est-à-dire que la personne va recevoir une lettre d'approbation, donc qui dit en fait que la personne, l'Immigration Canada est convaincue des motifs évoqués et donc cette personne-là peut se prévaloir, si on veut, de cette exemption ou exception de rester sur le territoire canadien pour poursuivre en fait sa demande humanitaire. D'accord? Donc à ce moment-là, si une personne faisait face à un renvoi quelconque, il y a un sursis réglementaire qui se met en place. Donc, suite à la décision favorable, donc la personne n'a plus à avoir peur ou n'a plus à craindre de se faire expulser du Canada en vertu du paragraphe donc, 233 du règlement de l'immigration de la protection des réfugiés. D'accord? Et aussi, chose importante à cette étape-là, c'est qu'une personne qui, par exemple, n'avait pas droit à un permis de travail, qui n'avait pas forcément fait une demande d'asile auparavant, qui a été rejetée, parce qu'on sait que les demandeurs d'asile ont droit à un permis de travail. Donc, par exemple, si je prends le cas de Cassandra, qui, elle, est devenue sans statut parce que sa demande... en fait, son statut a expiré et qu'elle s'est retrouvée dans des situations de violence suite à la manipulation de son conjoint qui lui a fait promettre la demande de parrainage. Bref, elle est sans statut.
si sa demande est acceptée à la première étape, à ce moment-là, on pourrait faire une demande de permis de travail aussi pour elle. Donc, mais il faut attendre l'acceptation de la première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est en fait considérée comme l'étape des formalités, mais qui peut être très longue aussi. Donc, il s'agit donc des examens de la demande en tant que telle, donc l'examen médical, certificat de police, vérification de sécurité, émission du certificat de sélection du Québec de la part du MIFI. Donc, c'est vraiment à la deuxième étape, une fois qu'au niveau fédéral c'est accepté, le MIFI va envoyer la trousse de demande de certificat de sélection du Québec que la personne doit remplir. Et normalement, si tout va bien, la personne reçoit le certificat de sélection du Québec, mais il n'y a pas de garantie non plus. Voilà. Je propose qu'on fasse la pause et qu'on revienne sur les motifs parce que c'est quand même très, très important. L'agent d'immigration Canada, donc c'est vraiment non exhaustif. L'établissement au Canada. Donc, on parle d'établissement au Canada, c'est vraiment l'intégration de la personne au Canada. Donc, on va parler d'emploi, on va parler de bénévolat, on va parler de cours de langue ou de francisation, si la personne y a accès. Donc, vraiment, tout ce qui peut montrer que la personne est bien établie ici au Canada. Au niveau de l'établissement aussi au Canada, ce qui va jouer dans la demande, un facteur important, c'est le temps que la personne, depuis quand en fait la personne est ici au Canada. Donc, si une personne est là seulement depuis quelques mois ou depuis 1 an et 2 ans, c'est sûr qu'au niveau d'établissement, ça ne va pas avoir le même poids qu'une personne qui est là depuis 5 ans, 6 ans, voire plus. Donc, voilà. Au niveau des liens avec le Canada, donc ici, ça, pareil, le temps de séjour compte, mais il y a aussi les liens, quand on parle de liens avec le Canada, ça peut être les liens qu'on a, par exemple, si on a des enfants qui sont canadiens, donc ça, c'est un lien qu'on a avec le Canada. Si on a des parents qui sont résidents permanents ou citoyens canadiens, si on a des cousins, cousines, donc n'importe quel membre de la famille qui est ici au Canada, ça peut faire une différence dans la demande humanitaire, donc il faut le mentionner, c'est très important de le mentionner, avec preuve à l'appui, bien sûr. L'intérêt supérieur de tout enfant touché par la demande, comme on l'a dit, donc que l'enfant soit ici au Canada ou à l'étranger. Donc, même si malheureusement cet enfant-là ne peut pas être inclus dans la demande s'il est à l'étranger, si son intérêt est touché, c'est-à-dire qu'on peut démontrer qu'il est mieux pour la personne qui demande ici la résidence permanente pour motif humanitaire, ça sera mieux pour l'enfant, ça sera dans le meilleur intérêt de l'enfant que donc le parent obtienne la résidence permanente. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut fournir toutes les preuves à l'appui. Donc, ça peut être des preuves de soutien financier si l'enfant dépend du soutien financier de la mère, de l'appui financier de la mère ici. Ça peut être aussi si l'enfant est dans une situation exposé par exemple à la violence de membres de la famille là-bas ou est en situation de conflit, dans un pays qui est en conflit ou est séparé de son parent et oui, si l'enfant aussi a des besoins spéciaux, ou des problèmes de santé. Tout ça rentre en jeu ici et il faut le prouver bien évidemment, mais ça va faire toute la différence dans la demande de résidence permanente pour la personne qui l'a fait. Les considérations relatives à la santé de la personne, mais aussi des membres de famille qui sont à la charge, donc comme je l'ai mentionné, l'enfant par exemple. Les considérations relatives à la violence conjugale ou familiale. On y reviendra tout à l'heure, plus en détail. Les considérations relatives aux discriminations fondées sur le genre, donc l'orientation sexuelle, ou ça peut être aussi des discriminations lorsqu'on fait partie d'un groupe ethno-culturel minoritaire dans son pays d'origine et qu'on peut prouver que si en cas de renvoi ou de retour forcé, ben, on ferait face à des persécutions ou que notre vie serait en danger. C'est des éléments qu'on peut introduire dans la demande humanitaire aussi. Les conséquences de la séparation avec les membres de la famille, ça, c'est lorsque
on a déjà des membres de la famille qui sont ici, des membres de famille proches. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être aussi les enfants, en fait. Donc, parce qu'une personne qui est sans statut, qui a statut précaire, qui a des enfants qui sont canadiens, on s'entend que la personne peut faire face à un renvoi du Canada, mais je veux dire, il n'y a aucune obligation, en fait, que l'enfant qui est canadien, par exemple, suivre le parent, même si généralement c'est ce qui se fait. Donc, c'est vraiment argumenter là-dessus et puis montrer que ça va avoir un dommage, des conséquences autant sur la personne qui est membre de famille qui est ici que la personne qui cherche à obtenir la résidence permanente pour considération humanitaire. Donc là, par exemple, ça peut être aussi une femme âgée qui est en situation de régularisation de statut et qui est très proche de ses petits-enfants. Donc, si on arrive à montrer qu'elle en prend soin, qu'elle est très proche d'eux, que ça va affecter le développement ou le bien-être de ses petits-enfants si elle fait face à un renvoi. Donc, en fait, il faut vraiment, avec la demande humanitaire, là, il faut vraiment être très imaginatif, mais évidemment basé sur des faits réels avec preuve à l'appui, mais il faut vraiment, la personne qui fait l'argumentaire peut évoquer tout motif humanitaire. C'est ça qui est génial avec la demande humanitaire. Mais on ne peut pas évoquer des arguments si on n'a pas de preuves, par exemple. Donc, c'est ça, il faut faire attention. Facteurs dans le pays d'origine, donc crise politique, économique, insécurité, la guerre, le désastre naturel, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être pris en considération par l'agent. Encore une fois, ce qui est important quand on parle de contexte dans le pays d'origine ou des conditions dans le pays d'origine, ce n'est pas juste de les mentionner, de les évoquer parce que c'est quelque chose qui peut affecter toute personne qui est dans le pays, mais c'est vraiment de faire le lien comment ça peut affecter, d'argumenter sur l'impact que ça pourrait avoir sur la personne qui fait la demande et de le prouver, bien évidemment. Juste pour ajouter, c'est sûr que comme intervenant social, on va en reparler plus tard, mais on peut vraiment aller soutenir la personne qui fait la demande pour considération humanitaire dans plusieurs des recherches de preuves pour tous ces motifs-là, mais entre autres, par exemple, tout ce qui est la conséquence de la séparation avec un membre de la famille ou l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme Olga disait, dans le cas, par exemple, d'une grand-mère qui est très, très proche des enfants, qui soutient la famille. Ça peut être d'aller chercher des lettres, mais même d'aller chercher les dessins des enfants, d'aller... nous, dans notre observation qu'on voit au quotidien quand on accompagne cette famille-là, de l'ajouter vraiment dans notre lettre de soutien pour vraiment ajouter notre analyse plus professionnelle. C'est utilisé au moment où l'argumentaire va être rédigé. C'est des éléments qui sont souvent utilisés. Donc, dans notre lettre, comme intervenant social ou comme personne qui accompagne la famille. Ça peut vraiment être des choses importantes à mettre. Puis même les amis de la famille qui côtoient peuvent parler aussi de ce qu'ils observent, oui, la grand-mère est super présente, blablabla. Donc, c'est vraiment quand on parle de créativité, c'est vraiment d'aller voir où est-ce qu'on peut aller chercher les témoignages, les preuves. Voilà. Merci, Caroline. Merci. Et puisqu'on est sur la question de motif, il y a eu une question par rapport, en fait, une personne qui a le statut de visiteur et que pour la COVID, elle ne peut pas rentrer dans son pays. Il n'y a pas de vol pour retourner dans son pays. Est-ce qu'elle peut faire la demande humanitaire? Est-ce que ça, c'est un motif? Est-ce qu'à part la COVID, il y a autre chose qui la retient ici? Donc, peut-être la personne qui a posé la question pourrait préciser. C'est ça? Oui. Puis, il y a aussi une question sur la différence entre la possibilité de faire une demande pour des considérations relatives à la santé versus la notion de fardeau excessif. OK. Alors, je vais juste revenir et expliquer ça parce que une personne qui a des conditions de santé sérieuses peut en fait
en fait, c'est fortement suggéré de le mettre à l'évidence et d'argumenter là-dessus pour que Immigration Canada sache. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment démontrer que la personne aurait accès à des soins de santé ici ou à de la médication quelque chose qui serait fondamental pour sa survie ou pour son bien-être. Contrairement à si elle retourne dans son pays d'origine ou peut-être qu'elle n'avait pas accès en fait à tous ces soins-là ou à cette médication-là. Parce que bon, quand on parle de conditions médicales, on peut tomber malade du jour au lendemain, on s'entend. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire valoir dans sa demande humanitaire parce que c'est un motif humanitaire fort. D'accord? Maintenant, quand je disais que c'était un couteau à double tranchant, c'est que si c'est vraiment, par exemple, une personne qui souffre qui a le VIH-Sida, par exemple, ou une personne qui a plusieurs problèmes de santé, c'est ça, plusieurs problèmes de santé, et le gouvernement, l'agent, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que IRCC Canada a ses propres médecins, avec qui il collabore. Donc, eux, ils vont étudier pour voir est-ce que tous ces problèmes de santé-là dont souffre la personne va coûter cher pour que la personne, pour décréter que cette personne-là sera un fardeau excessif pour la société. Il y a un seuil, sur le site d'Immigration Canada, il y a un seuil où c'est bien indiqué le montant que la personne, que les coûts engendré par la condition médicale de la personne peut être considéré en fait comme un fardeau excessif. Donc, je n'ai pas le seuil en tête récemment, mais il y a quelques années de cela, il y a 2 ans de cela, c'était, si je ne me trompe, 20 000, aux alentours de 20 000. Mais pour 5 ans, mais il faut vraiment que je revérifie. Mais en tout cas, il y a un seuil à ne pas dépasser ou lorsqu'on l'atteint, en fait, on est considéré comme fardeau excessif. Mais même ça, comme je dis, on peut réargumenter là-dessus, faire ce qu'on appelle une lettre d'équité procédurale. Et je ne sais pas si certains de mes stagiaires qui sont là, parce qu'ils ont contribué beaucoup à ce genre de dossier-là et on a répondu. Et puis, en fait, c'est soit contre-argumenter en disant que même si la personne, oui, va coûter peut-être pourrait être considérée comme un fardeau pour la société, néanmoins, les motifs humanitaires, le risque pour sa santé et sa vie sont en fait à considérer et surpassent, si on veut, cette considération de fardeau-là. Donc, c'est vraiment remettre en avant les motifs humanitaires pour que ça passe. Sinon, il y a aussi démontrer en fait que la personne ne sera pas un fardeau. Donc, ça veut dire faire les calculs pour démontrer à Immigration Canada le coût réel que les soins vont coûter pour cette personne-là. Et puis aussi, ça peut être considéré, par exemple, que la personne a des membres de la famille qui vont pouvoir prendre en charge, en fait, ces coûts-là, une partie des coûts, ou s'il s'agit d'une personne qui a une assurance privée, ça peut arriver aussi. Donc, démontrer que la personne a quand même une assurance privée et que une partie des coûts sera pris en charge. Donc, vraiment, il y a 3 possibilités majeures, enfin 3 options possibles pour répondre à ce genre de fardeau, enfin d'arguments sur le fardeau excessif. Parfait, merci. Regarde, puis quelqu'un a mis le lien dans le chat par rapport à la feuille des RCC. Juste par rapport à la situation pour la COVID et les vols annulés, en fait, le statut de la personne a expiré, puis elle est dans une situation difficile puisqu'elle est venue avec sa fille et les vols pour retourner dans son pays ont été annulés. Est-ce que dans ce cas-ci, ça pourrait être un motif humanitaire? Encore une fois, je ne pense pas que ça va être pris en considération par Immigration Canada si c'est juste ça, sincèrement parlant. Et ça dépend aussi depuis combien de temps cette personne-là est au Canada. Si ça fait 2 ans que cette personne-là est au Canada, peut-être qu'elle peut démontrer qu'il y a un certain établissement qui a été fait. Mais sinon, parce qu'en fait, quand on parle de motif humanitaire et qu'on parle de séjour,
c'est vraiment sur quelle base l'agent va se fonder, en fait, sur quel motif l'agent va se fonder pour croire que la personne devrait rester ici au Canada et qu'elle sera mieux ici que dans son pays d'origine. Donc, malheureusement, il y a plein de personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation-là. Je dirais peut-être d'essayer plutôt un permis de séjour temporaire. Les permis de séjour temporaires sont renouvelables. C'est aussi discrétionnaire, mais je pense que elle aura plus de chances de faire un permis de séjour temporaire qu'une demande de résidence permanente pour motif humanitaire qui requiert quand même beaucoup de preuves et où il y a plusieurs motifs qui doivent être considérés par l'agent. Et s'il n'y a pas, par exemple, preuve d'établissement fort au Canada, preuve s'il n'y a pas d'intérêt supérieur de l'enfant qui est touché par la demande, oui, j'ai cru comprendre que la personne est avec son enfant, mais encore une fois, si ça fait quelques mois seulement qu'ils sont là, je doute que ça va passer pour une demande humanitaire. Et puis, il ne faut pas oublier le délai de traitement que ça va prendre parce qu'on parle de plusieurs années. Donc, pendant plusieurs années, cette personne-là sera en pause. Donc, c'est pour ça que je suggère, en tout cas, encore une fois, toujours aller consulter. Mais je suggère fortement de faire peut-être une demande de permis de séjour temporaire dont la durée de traitement est beaucoup plus courte qu'une demande humanitaire et où les motifs, en fait, ne sont pas du tout... Enfin, c'est pas pareil que pour une demande humanitaire. Parfait, merci beaucoup. On peut continuer. Alors, donc... Justement, en parlant d'intérêt supérieur de l'enfant, peut-être là, on va rentrer un peu dans le technique, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous partager sur quoi on se base là quand on parle d'intérêt supérieur de l'enfant et de la jurisprudence qui existe à cet effet-là. Lorsqu'on fait une demande humanitaire. Donc, c'est vraiment ces deux décisions-là de la Cour suprême du Canada qui ont fait toute une différence, en fait, dans les procédures de demande humanitaire. Non seulement en matière d'intérêt supérieur de l'enfant, là, je n'ai que retenu ça, mais également en termes de difficultés injustifiées ou démesurées, qui sont c'est ce qu'on appelle, autrement dit, les difficultés dans le pays d'origine aussi ou sur les problèmes de santé graves. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir ces deux jurisprudences-là, donc ces deux décisions rendues par la Cour suprême et surtout quant à SAMI. Quand on dit demande humanitaire à n'importe quel juriste ou n'importe quel avocat, ils vont vous dire quant à SAMI parce que c'est ça qui a fait toute la différence dans cette demande-là qui a évolué pendant ces dernières années parce que au niveau des règlements, ça n'a pas toujours été comme c'est maintenant. Donc, c'est grâce à Quant-à-Sami, si on veut que la protection, c'est ça, des enfants, le principe en fait de l'intérêt supérieur de l'enfant a été vraiment un grand en fait prise en considération, a été en fait c'est ça, une décision qui a fait en sorte qu'Immigration Canada doit absolument prendre ce point-là, en fait, cet intérêt-là en considération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que... Oui, en fait, par rapport aux jurisprudences, est-ce qu'ils sont publics et on peut les trouver en ligne? Vous pouvez les trouver en ligne sur le site de CanLII. Je pourrais le mettre dans le chat ou aussi peut-être visiter le site de l'Acadie, donc l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration. Parfait, on pourra vous envoyer ces liens après le webinaire aussi. Puis une dernière question, est-ce qu'il y a une différence entre si la violence conjugale est subie au Canada ou si la personne est à risque d'en subir si elle est renvoyée dans son pays d'origine? Les deux valent la peine d'être indiqués dans la demande humanitaire et seront pris en considération par l'agent. On y reviendra encore un petit peu plus tard. On a un peu de retard dans la présentation. Il y a beaucoup de points à couvrir, mais oui, que ce soit de la violence qui est subie par la personne ici ou si on arrive à prouver qu'elle risque d'être victime de tout genre de violence
en cas de retour forcé dans son pays d'origine ou son pays de résidence d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs nationalités aussi. Donc, oui, c'est tout à fait des éléments à mettre comme argument, avec preuve à l'appui, bien sûr, dans la demande humanitaire. Parfait. Je propose qu'on passe à la prochaine intervention. Oui, alors on va passer au témoignage de Liena. Et puis, c'est ça, Liena va essayer de faire son témoignage en anglais. And I think my English will be now much better and will be great for explain and talk about my situation, but I think I will ask help Olga for translation. No problem. Я прибыла в Канаду в 2012 году. Liena est arrivée au Canada en 2012. После развода с моим мужем, отцом моих детей. Après le divorce avec son mari, son ex-mari, le père de ses enfants. Он меня оставил с долгами и 2 детьми. À cause de lui, je me suis endettée et j'ai dû prendre en charge mes 2 enfants. En fait, elle s'est occupée de ses enfants toute seule. До этого времени как бы работы постоянно я не имела, и мне пришлось искать работу, работала везде, где могла, но денег было недостаточно погашать долги и содержать 2 детей. Avant d'arriver au Canada, j'ai essayé de trouver un emploi. Je n'arrivais pas à trouver un emploi malgré mes diplômes et de pouvoir subvenir convenablement aux besoins de mes enfants et également de payer toutes les dettes que j'avais. Родителей у меня не было, родни никакой, чтобы кто-то помог. Была только надежда на Бога и на себя. J'avais pas de parents sur qui compter parce que ses parents sont décédés quand elle était très jeune. Donc, je ne pouvais que compter sur moi et sur Dieu. Ситуация в том, что отец совершенно не помогал детям ни копейкой, и плюс как бы после развода не хотел оставлять мое жилье, в котором он жил, то есть жилье моих родителей. Le père de mes enfants ne contribuait aucunement aux besoins de nos enfants. Il ne voulait absolument pas aider d'une quelconque façon et il ne voulait pas quitter le domicile dans lequel on vivait. Et c'est le domicile en fait, c'était la maison de ses parents. Я долго ждала перед разводом изменений, но они так и не пришли. В итоге он просто начал еще поднимать на меня руки, и стала угроза жизни мне и моим детям. J'ai longtemps espéré qu'il change au niveau de son comportement. J'avais espoir, mais avant le divorce, mais malheureusement, il n'a jamais changé. Et puis, on s'est retrouvés à risque. Ma vie était en danger et celle de mes enfants également parce qu'on vivait de la violence et il a commencé à être violent physiquement aussi. Я это все говорю, чтобы вы поняли причину, по которой я вынуждена была искать возможность заработать денег. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez comprendre la raison principale pour laquelle j'ai commencé vraiment à chercher du travail par tous les moyens possibles. И что я очень сильно любила и люблю своих детей, и что я не хотела их оставить на какое-то время одних. Я всегда была рядом, но просто у меня не было выхода, потому что каждый раз отключали то газ, то свет, то воду, и не было денег на еду. J'aime beaucoup mes enfants et pour moi, c'était inimaginable d'être séparée d'eux. Mais je n'avais pas vraiment le choix parce que je n'arrivais pas à subvenir à leurs besoins en étant là-bas. Et on faisait face souvent soit à des coupures d'électricité, soit à des coupures de gaz tout le temps. Donc, les conditions étaient très difficiles.
Я из Украины. В Украине нет ни одной организации, которая помогает женщинам и детям. Je viens d'Ukraine et en Ukraine, il n'y a aucune organisation qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences. Мне предложила моя подруга, с которой я училась в университете, поехать работать в Канаду, резать грибы. J'ai rencontré une amie à moi qui en fait était au Canada et qui travaillait ici, qui m'a informé d'une opportunité de travail pour venir ici. En fait, c'était un travail dans une entreprise de cueillette de champignons. Контракт был на 2 года. Я долго не решалась, но в итоге согласилась и подумала, поеду на полгода, заработаю денег и оплачу все долги, и еще останется денег на проживание. J'ai longtemps hésité à accepter, à prendre en fait cette opportunité puis à accepter le contrat de travail qui s'offrait à moi. Mais j'ai finalement pris le risque. Et le contrat était de 2 ans. В итоге 6 июня 2012 года я вылетела, и 7 июня 2012 я прилетела в Торонто, Пирсон. Et puis je suis arrivée à Toronto, Pearson, en juillet 2012, pardon. Чтобы вы понимали, для заключения этого контракта я одолжила еще много денег для фирмы, которая мне помогала в этом. Pour que vous compreniez ma situation, pour pouvoir même accepter ce contrat de travail et puis également faire les démarches, payer les démarches en lien avec le départ, pour venir ici, je me suis beaucoup endettée. Когда я прилетела на работу, вначале все было нормально. Я заключила в контракт, в котором не указывались никакие нормы работы. Но после полугода они ввели нормы и увольнять начали всех, кто с ними не справлялся. Je suis arrivée, j'ai signé un contrat où les normes n'étaient pas clairement indiquées, les clauses du contrat. Et puis, après un certain moment, ils ont commencé à licencier tout le monde parce qu'ils avaient changé les clauses, enfin, les normes au niveau de la quantité. Bon, là, j'ajoute, mais au niveau de la quantité de récolte de champignons qu'il fallait que la personne cueille, donc le quota donc journalier. За это время я заработала немного денег и отдала часть долга. И мне сказали, что меня увольняют с работы и предложили улететь обратно в Украину. Donc, pendant ce temps-là, j'ai pu rembourser une partie seulement de ma dette, mais finalement, on m'a licenciée. Et puis, on m'a demandé, en fait, on m'a dit que je retournais dans mon pays. Я не улетела в Украину, потому что я не видела выхода. Я боялась туда возвращаться с еще плюс добавленными долгами и отсутствием работы. И я поехала в Торонто, нашла работу в Торонто на уборках и поехала туда. У меня была виза на 2 года. Et puis finalement, je n'ai pas pu m'en aller, je n'ai pas pu quitter le Canada, je n'ai pas eu le courage de le faire parce que je ne voyais pas d'issue, je ne voyais pas de solution pour aller. Et puis déjà, je n'avais pas fini de payer mes dettes et puis j'avais conscience en fait de tout ce qui m'attendait en cas de retour dans mon pays. Donc, j'ai décidé d'aller à Toronto et puis de chercher du travail. J'ai commencé à travailler. У меня была медицинская карточка на это время и, значит, виза открытая. Я ходила, боялась своей тени, потому что я понимала, что это виза на ту работу, которая у меня была раньше. J'avais quand même à cette époque-là un permis de travail et puis une carte maladie, mais j'avais très peur parce que je comprenais que mon permis de travail allait expirer et que c'était en lien avec que la carte en fait maladie que j'avais était liée au permis de travail que j'avais.
Это было очень тяжелое время, но я не видела другого выхода. Я хоть могла заработать каких-то денег и отправить на еду и одежду своим детям. C'était une période très difficile pour moi, mais je ne voyais pas d'autre solution que de rester. Et puis, au moins, je pouvais travailler pour pouvoir envoyer quelques soins à mes enfants, leur acheter de quoi se nourrir et se vêtir. В это время я познакомилась с людьми, которые меня познакомили с мужчиной из Монреаля. À cette époque-là, j'ai rencontré des personnes qui m'ont présenté, qui m'ont présenté, c'est ça, à un homme de Montréal. Он был молдаванин, нас познакомили, и у нас возникли чувства друг к другу. On a fait connaissance et puis on nous a présenté l'un à l'autre et puis nous avons commencé une relation amoureuse. Il venait de la Moldavie. Он искал жену, а я была одна, и моим детям нужен был отец или как мужчина, который был бы примером для них и поддержкой. Moi, j'étais seule et puis je savais que mes enfants, je pensais à mes enfants, je me disais qu'ils avaient besoin d'un père aussi, donc j'étais en faveur de cette relation qu'on avait. Так, в октябре 2013 года я вышла замуж за него и переехала в Монреаль. En octobre 2013, on s'est mariés et puis j'ai déménagé à Montréal. Мы подали на спонсорство и ждали ответа из иммиграции. On a fait une demande de parrainage et puis on attendait une réponse d'Immigration Canada. Ждали мы 2 года. On a attendu 2 ans. За это время любовь, наверное, закончилась с его стороны, потому что он меня бил несколько раз и унижал, издевался сексуально и психологически. Je suppose qu'il n'avait plus de sentiments pour moi parce que pendant ce temps-là, il a commencé à me battre, à m'humilier, à me rabaisser et puis à être violent, à m'agresser sexuellement et psychologiquement. Я была служанкой, уборщицей и, извините, шлюхой. J'étais sa domestique, sa bonne, sa cuisinière et, excusez-moi, sa pute. В полицию, когда он меня бил, я не обращалась, я даже не знала, что это можно было делать. Мне никто не подсказывал, и как бы у нас были общие друзья, но никто мне об этом не говорил. И с другой стороны, я боялась, что если вдруг я заявлю, то его лишат спонсорства, и дети мои не приедут. Je ne savais pas du tout, je n'étais pas du tout consciente que je pouvais m'adresser à la police pour porter plainte. Et j'avais peur que la demande, si je le fais, qu'il annule la demande de parrainage et que tout tombe à l'eau et que mes enfants ne puissent plus me rejoindre. В 2014 году моя виза по контракту закончилась, и мы оформили, по-моему, рабочую визу по спонсорству. Le permis de travail que j'avais été en tant que travailleuse temporaire était terminé et puis j'ai obtenu un nouveau permis de travail dans le cadre de la demande de parrainage. Я продолжала работать на уборках официально. J'ai continué à travailler en tant qu'aide ménagère de façon légale. Как бы работать не на уборках не могла из-за незнания языка, а учить тоже не могла, потому что не было документов. Je n'ai pas pu trouver un autre emploi parce que je n'avais pas les connaissances linguistiques pour le faire. Мои дети ждали того, что они скоро приедут, я ждала этого тоже, но по истечении 2 лет, когда пришло приглашение подписать ему селекцион Квебек, он написал отказ в иммиграцию от спонсорства. В каком году, пожалуйста, повтори?
В 2000, по-моему, 2015. En 2015, au moment où il devait remplir les documents par rapport à la demande de certificat de sélection du Québec, il a refusé de le faire et suite à ça, il a procédé à l'annulation de la demande de parrainage. После этого у меня был сильный стресс, и мне посоветовали найти адвоката, который поможет мне делать иммиграцию в Канаду. Après ça, on m'a conseillé d'aller voir, de trouver un avocat qui allait m'aider à faire une demande d'immigration au Canada. Я обратилась к адвокату, она была украинка, и она мне предложила подать на гуманитарную визу. J'ai donc consulté une avocate, elle était ukrainienne, et puis elle m'a conseillé de faire une demande humanitaire. Алена, извини, если можно чуть-чуть, я не хочу торопиться, да, короче. В общем, она неправильно составила файл, и мне пришел отказ. En résumé, cette avocate n'a pas fait une demande humanitaire correcte et puis finalement, la demande humanitaire a été refusée. К этому времени у меня закончилась рабочая виза, которая была по спонсорству, и мне нужна... À ce moment-là, ma demande de permis, mon permis de travail lié au parrainage était expiré. У меня закончилась медицинская, у меня не было медицинской страховки уже. Je n'avais plus d'assurance maladie. И мне одна женщина посоветовала организацию Красный Крест, сказала, что там помогают всем людям. Ok. Et puis, une femme m'a conseillé d'aller voir Médecins du Monde Canada, qu'ils ont une clinique qui vient en aide à tout le monde. Я позвонила в эту организацию и сказала, что мне нужна помощь, и мне нужен переводчик, потому что я плохо говорю на английском и на французском вообще почти не говорю. J'ai appelé à cette organisation-là, donc à Médecins du Monde, et j'ai demandé à avoir accès à un interprète parce que je ne comprenais très peu l'anglais et puis pas du tout le français à l'époque. И мне дали Ольгу. Et puis, je suis venue, on m'a donné comme interprète Olga. Я тогда не знала, что это подарок моей судьбе. Je ne savais pas à l'époque que c'était une chance dans ma vie. Что это мой ангел, который будет мне помогать. Que ça serait mon ange qui va m'aider. Она мне помогала не только с переводом. Elle ne m'aidait pas seulement avec l'interprétariat. Она мне предложила помощь, когда я просто уже не знала, что делать, когда пришел отказ. Elle m'a offert son aide quand je ne savais plus quoi faire, quand j'ai eu le refus donc, de ma demande humanitaire. Мы решили подать файл тому же самому иммиграционному офицеру, который мне прислал отказ. On a décidé de refaire une nouvelle demande et de renvoyer tout au même agent d'immigration qui m'avait fait envoyer en fait la lettre de refus. Juste pour préciser, si vous le permettez, que c'était une demande de réouverture et non une nouvelle demande humanitaire. Donc, ça, c'est quelque chose que très peu de personnes savent, mais une demande de réouverture d'une demande humanitaire qui vient juste d'être refusée est possible. La différence entre une demande de réouverture d'une demande humanitaire et une nouvelle demande, c'est que, il faut évidemment que la demande soit refusée récemment. Deux, c'est ça, demander une sorte d'exemption pour que l'agence puisse réanalyser, si on veut réétudier la demande. Et trois, c'est que la personne ne doit pas en fait repayer les frais de traitement de la demande parce qu'il s'agit d'une réouverture. Donc, on s'essaye en fait comme on peut. Voilà. Объясняла. На чем мы закончили? Мы отправили demande новую, это самое demande. Да, я не особо надеялась на положительный результат, но из файла, который мне создала предыдущий адвокат, он был 2 сантиметра шириной, Ольга создала 20 сантиметров в толщину файл.
Donc, je veux simplement vous témoigner que mon ancienne avocate avait envoyé une demande humanitaire qui faisait 2 centimètres et que l'aide que j'ai reçue de Olga, c'était une demande qui faisait plus de 20 centimètres. Donc, en fait, c'est vraiment au niveau de l'argumentaire et puis des preuves, de toutes les preuves qui manquaient au dossier, qui n'ont pas été fournies, et puis de toutes les soumissions écrites, tous les arguments en fait qui n'ont pas été apportés comme il faut dans le cadre de ce dossier-là. Это был очень профессиональный подход и очень-очень хорошая работа. C'était une approche très professionnelle et un très bon travail. Давай покороче. В итоге 11 ноября 2017 года мы подали, 11 января 2018 года я получила approved. On a déposé la demande en novembre 2017 et puis ma demande a été acceptée en juin 2018. Я хочу сказать, что я была потрясена вообще, как это все было сделано, как был создан этот файл, сколько кропотливой работы было туда вложено, и благодаря всему этому я получила approved. Je dois vous dire que j'étais très impressionnée de tout ce qui a été, de tout ce qu'il y a eu comme élément dans le dossier, de tout ce qui a constitué le dossier. Et Да, grâce à quoi ma demande a été acceptée. И потом мы начали делать спонсорство для моих детей. Et ensuite, on a fait une demande de parrainage pour mes enfants. И вот буквально 1,5 месяца назад им открыли визы. Et pas plus tard qu'il y a moins de quelques mois, en fait, mes enfants ont reçu la résidence permanente. И я очень благодарна Ольге, этой организации и всем, кто помогал ей в этой работе. Эта благодарность не имеет границ. Я просто даже не могу передать это словами, насколько я благодарна. Je voudrais remercier et être reconnaissante envers tous ceux qui m'ont aidé dans le cadre de cette demande, à tous les organismes et puis tous ceux qui ont contribué en fait à ma demande. Это суперпрофессионалы и прекрасные люди. Ce sont tous des professionnels et des personnes formidables. Я хочу сказать, если есть здесь кто-то, кто просто ищет помощи, стучитесь в эти двери, потому что там помогают людям. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est à la recherche d'une aide comme moi, allez de l'avant, frappez à la porte à ces organismes-là et vous allez forcément recevoir de l'aide. Спасибо огромное за внимание и извините, что было так долго всего сказано. Merci beaucoup pour votre attention et puis désolée si mon témoignage a duré. Спасибо тебе, Лена. It was not long, it's just that we are just rushing on time. Хорошо. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Lena, thank you for sharing. Thank you for your témoignage. And donc, il est déjà 7h40. Je sais qu'il y a des gens qui vont doivent quitter plus tôt et c'est correct. On va vous envoyer l'enregistrement et le PowerPoint par la suite. Mais peut-être qu'on peut conclure avec les mots de Caroline, de Médecins du Monde, et puis Olga, si jamais des choses à rajouter. Bien sûr. Il y avait deux petites questions, ou une question en fait dans le chat aussi, mais je laisserai la parole à Caroline, puis après... Bien sûr, merci. Mais en fait, je vais y aller très rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Puis je crois que en fait, la richesse de la rencontre de ce soir, ben, c'est sûr que toute la présentation sur les démarches faites par Olga, c'était très, très, très aiguillant. Mais c'était vraiment les témoignages aussi qui nous permettent de voir l'aspect du vécu. Puis en fait, peut-être que quelque chose de très important, je crois, dans tout l'accompagnement, plus au niveau social qu'on fait dans le cadre d'une demande humanitaire, puis particulièrement avec des personnes qui ont eu des expériences de violence liées au genre dans le parcours migratoire, que ce soit
à toutes les étapes du parcours migratoire. Je pense qu'un des éléments très importants, c'est l'isolement. Puis, tu sais, notre rôle, souvent comme travailleuse sociale, des fois, par exemple, la Médecins du Monde va être comme l'espèce de porte d'entrée. Puis là, on reçoit une première situation, puis les liens qu'on fait, on crée un pont vers la ressource plus légale parce qu'on repère dans l'histoire des éléments qui nous font croire que ce serait vraiment pertinent que la personne ait un avis juridique pour voir si ça vaut la peine d'aller de l'avant avec la demande humanitaire. Mais un autre élément profondément important, c'est d'accompagner la personne à créer d'autres ponts tout au long du parcours. D'une part, parce que ça va lui permettre de briser l'isolement. Ça permet aussi de mettre en commun nos réalités, puis de reprendre confiance en notre histoire, puis en nos droits, qu'on a le droit de faire ces démarches pour régulariser notre situation, qu'on a le droit à faire des demandes pour se faire un filet de sécurité, pour avoir de meilleures conditions. Puis c'est pas parce qu'on est dans une situation irrégulière qu'on n'y a pas droit, mais je pense que l'isolement, puis toutes les violences qui sont vécues dans le parcours, ça crée énormément de honte, puis ça déconnecte de cette sensation-là d'avoir le droit de. Alors, je pense que du travail qui est assez essentiel comme travailleur social ou intervenant, quand on reçoit ces personnes-là, c'est vraiment de les accompagner à reprendre contact avec ceux qu'ils ont le droit de faire ces démarches-là. Puis par la suite, bien entendu, dans la relation d'aide, je voulais juste ajouter, il y a tous les éléments de relation d'aide qu'on connaît bien, mais par rapport au filet de sécurité, il y a certaines petites choses qu'on est capable d'aller chercher pour créer le filet de sécurité. Puis, une de ces choses-là, c'est de faire des demandes d'aide sociale discrétionnaire qui peuvent être faites au début du parcours. Donc, ça vaut la peine de connaître l'option. Puis, après, il y a différents contextes, on ne peut pas généraliser, mais je pense que ça vaut la peine que, autant si vous êtes une personne qui souhaitait faire une demande humanitaire ou si vous êtes des intervenants, de garder en tête qu'il y a la possibilité de faire une demande d'aide sociale discrétionnaire dans certains cas. Puis ensuite, une autre chose, mais on l'a déjà abordé, c'est vraiment tout le soutien qu'on peut amener tout au long du parcours. Puis ça veut dire le soutien pour créer des ponts avec d'autres ressources qui vont pouvoir ajouter des éléments de preuve, aider par rapport au formulaire. C'est beaucoup de choses à écrire, puis plusieurs personnes ne sont pas à l'aise avec la lecture et l'écriture ou avec le français ou l'anglais. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'accompagnement dans la rédaction. Puis, nos lettres de soutien sont très importantes aussi, puis ça vaut la peine de les faire avec une attention particulière, d'insérer nos analyses, nos observations qu'on fait quand on accompagne au quotidien des personnes. Puis, je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais je crois que le travail de collaboration entre la personne qui veut faire la demande humanitaire, la personne qui travaille plus au niveau légal, puis le social, c'est vraiment important. Si la personne qui veut faire sa demande humanitaire est d'accord qu'on partage les informations, ça vaut vraiment la peine de travailler comme dans une équipe puis de collaborer ensemble.